Bonjour à toutes et tous. Donc, nous terminons notre série d'auditions de la journée. Nous poursuivons donc avec l'audition de la Fédération nationale du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qu'on connaît, nous les élus locaux, sous l'acronyme de CAUE. Quand on a la chance d'en avoir un dans son département. Mais moi, j'ai cette chance-là et en tant qu'élu local, j'ai beaucoup travaillé avec le CAUE de mon département. Je l'ai beaucoup apprécié. Organisme privé investi d'une mission d'intérêt public créée en 1977, les CAUE représentent de véritables services de proximité au niveau du département pour conseiller, former et informer sur la promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc nous avons le plaisir d'auditionner Madame Valérie Charolais, directrice de la Fédération nationale des CAUE. Voilà, c'est la première que je fais tout à l'heure. Madame Éléonore Chambras-Lafuente, qui est en charge des relations parlementaires de la Fédération, voilà, et Madame Pascale Francisco, directrice du CAUE de Charente-Maritime. Donc les CAUE ont été souvent cités dans le cadre de nos auditions. Pour autant, vos missions ne sont pas toujours bien connues de nos concitoyens. En quoi consiste-t-elle ? Quel est votre maillage territorial, puisqu'en effet, il n'y en a pas dans tous les départements? Quelle est la composition d'un CAUE? Quelles sont vos relations avec les différents acteurs intervenant en matière de sauvegarde du patrimoine, et en particulier les architectes du bâtiment de France, qui est le cœur de notre mission? Qui fait le plus souvent appel à vous? Voilà autant de questions que nous nous posons. Votre témoignage permettra donc non seulement d'enrichir nos travaux sur les architectes de bâtiments de France, mais aussi apprendre à mieux vous connaître. Je rappelle que notre mission résulte d'une initiative du groupe Les Indépendants République et Territoires du Sénat, qui a confié le rôle de rapporteur donc à notre collègue Pierre-Jean Verzelen. Donc les premières auditions ont déjà souligné la complexité des missions des ABF, les nombreuses missions que sont les leurs, parfois quelques incompréhensions qui en résultent, un manque de moyens presque tout le temps a été cité, avec en toile de fond la mise en œuvre des PDA, des périmètres délimités des abords, des SPR, des sites patrimoniaux remarquables, dans un contexte très exigeant de la transition écologique et énergétique. Mesdames les directrices, je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Donc je vous propose sans plus tarder d'ouvrir nos échanges et de nous proposer un propos liminaire d'une dizaine de minutes à peu près, afin de nous présenter de nous présenter vos missions, de partager un premier retour d'expérience sur les missions des ABF, et puis je donnerai ensuite la parole à notre rapporteur, Madame Charolais. Très bien, merci de nous recevoir, de nous donner l'occasion effectivement de présenter un petit peu les CAUE et l'articulation avec la mission des ABF, et puis ce que l'on peut vous dire aussi de notre point de vue sur les ABF, leur mission et les conditions d'exercice du métier dans les territoires. Nous avons proposé à Pascale Francisco, qui est directrice d'un CAUE aussi, de venir avec nous, puisqu'elle a été dans une vie antérieure elle-même architecte des bâtiments de France. Donc ça nous semblait intéressant aussi d'avoir son témoignage de terrain pour illustrer des propos. Alors les CAUE, c'est vrai que vous les connaissez, hein, ça a cette particularité finalement d'avoir des statuts qui anticipaient la décentralisation. On est en 77, puisqu'on est à la fois à l'écoute des territoires, hein, on répond aux besoins des territoires, et en même temps la loi qui nous a créés prévoit que nous soyons des relais des politiques publiques nationales. Donc on est dans un double mouvement d'écoute du terrain et en même temps de transmettre dans les territoires les politiques publiques qui touchent à l'architecture, l'urbanisme, l'environnement. Donc la gouvernance, elle est particulière, et c'est ce qui participe aussi, alors effectivement, de la complexité, mais en même temps, aujourd'hui, nous on a coutume de dire que c'est une conférence territoriale avant l'heure, puisque dans la gouvernance d'un CAUE, de tous les CAUE, il y a, si je schématise, un quart de représentants élus, désignés par le conseil départemental, un quart de représentants de l'État, donc issus de l'éducation nationale, de l'ADDTM, depuis qu'elle a fusionné avec l'agriculture, hein, et le ministère de la Culture, donc les ABF. L'UDAP a une place dans le conseil d'administration des CAUE. Et puis un quart de la société civile, donc qui peuvent être des associations œuvrant
dans les champs qui sont les nôtres, qui peuvent être des personnes individuelles, personnes ressources, etc., des entrepreneurs, enfin toute personne intéressée à la question du cadre de vie. Donc on a cette gouvernance un peu particulière, effectivement, de 4 collèges, même si ce n'est pas tout à fait comme ça, ce n'est pas nommé comme ça dans la loi, mais ça en fait partie. Donc il y a 92 CAUE, donc une maille départementale extrêmement dense, puisqu'il y a moins de 10 territoires qui n'ont pas de CAUE. Donc c'est quand même une ingénierie territoriale qui représente à peu près 1200 collaborateurs. Le dernier créé, c'est Mayotte, en 2022. Donc on a toujours ce besoin d'ingénierie, à la fois technique, culturelle, pédagogique. Donc nous, ça nous encourage quand on voit qu'il y a toujours... Et puis on ouvre toujours le dialogue aussi avec de nouveaux élus qui peuvent être intéressés. Alors les missions, conseiller, former, sensibiliser, si je résume. Donc, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre, et c'est dans tous les champs de l'AUE. Donc, ça va de l'aide à la décision, en passant par le conseil, en passant par l'appui à des diagnostics, des scénarios, voilà, des tas de choses comme ça, tous les outils de sensibilisation. On fait à peu près, sur les particuliers, près de 80 000 conseils par an, si je le prends au niveau national, pour les particuliers ou les candidats à la construction. Ça peut être aussi des bailleurs sociaux, ça peut être des entrepreneurs, des agriculteurs, etc. Et puis, on fait à peu près 12 000 actions d'accompagnement de collectivités. Donc, je mets dans collectivité au sens large, communes, PCI, départements, et même certaines actions au niveau régional. Voilà. Des formations aussi à destination des élus, ou à destination des professionnels. Donc on a on va dire une mission assez large qui rend parfois effectivement difficile la compréhension de l'objet CAUE, mais on est sur tous les champs, on va dire, du cadre de vie et du développement territorial. Voilà. Donc à ce titre-là, on a forcément des équipes qui sont issues de différentes formations, architectes, urbanistes, paysagistes, tout ce qui touche à l'image aussi, l'identité visuelle, webmaster, etc. Et puis quelques spécialités locales qui peuvent être sociologues, historiens de l'art. Et dans les architectes, on a aussi des architectes du patrimoine. Donc équipe pluridisciplinaire, ça veut dire qu'effectivement, on est amené à croiser les ABF et les services en général des ABF. Il y a eu une enquête il y a quelques années qui interrogeait la relation entre CAUE et ABF. Le bilan était extrêmement positif des deux côtés, en se disant que finalement, nous, on a un rôle de conseil. Quand on fait du conseil aux particuliers, évidemment, la première chose, c'est de l'information, c'est expliquer, décrypter les lois, etc. Donc, on est très sollicité par les particuliers. Alors, on peut croiser l'ABF lorsqu'il y a, par exemple, un refus. Le particulier va revenir vers le CAUE. Et à l'inverse, l'ABF, par moment, peut renvoyer vers le CAUE de lui-même, ou c'est la DDT qui va conseiller, ou le service de la mairie qui va essayer de renvoyer vers le CAUE. C'est jamais très confortable dans une position de médiation. Et c'est pour ça que vous le verrez plus tard, nous, on défend plutôt cette nécessité que les services UDAP, les ABF aient les moyens d'accomplir leur mission. Donc voilà, donc on a des relations très positives. Les CAUE, on est sur le terrain. Donc on connaît les territoires, ce que n'ont pas toujours le temps de faire les ABF. Mais donc on a plutôt des bonnes collaborations entre les CAUE et les ABF. Alors votre mission, effectivement, elle porte sur les ABF. Bon, à la base, la mission de l'ABF, elle pose la question de la culture architecturale des élus, mais pas que, des Français en général. Et on sait qu'on n'est pas un pays où la culture architecturale est particulièrement développée, donc on a besoin tout le temps de déployer, de faire cette sorte de culture citoyenne, je dirais presque, de l'architecture, même si ça ne s'adresse pas à un élu. Mais donc nous, on va par nos actions essayer de toucher les élus, essayer de toucher les habitants, les acteurs économiques aussi, ceux qui sont dans des zones artisanales, dans des zones commerciales, dans des zones industrielles, etc. C'est nos cibles. Donc voilà, on a effectivement beaucoup un rôle là-dessus. Alors,
On développe évidemment, mais j'y reviendrai tout à l'heure, plutôt pas mal d'outils, de médias pour essayer d'inculquer cette culture citoyenne, dont l'objectif n'est pas forcément d'être maître d'œuvre, hein. C'est aussi reconnaître son cadre de vie, savoir l'apprécier, le respecter, participer à son évolution, etc. Donc nous, c'est un sujet important chez nous. Alors, pour ce qui est de la mission des ABF, nous, on fait le constat suivant, en qualité à la fois, je dirais, de témoin de ce qui se passe dans les territoires, puisqu'on a quand même une couverture quasi nationale, et en qualité d'acteur de ces territoires, puisqu'on accompagne les collectivités, les professionnels, les particuliers, etc., et le grand public aussi. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la France est une destination touristique majeure, et que c'est pas tellement les zones commerciales ou les lotissements ou des espaces un peu banalisés que les gens viennent visiter. On est bien d'accord que ce qui fait le succès, en tout cas une des dimensions qui explique le succès touristique de la France, c'est la qualité de certains sites, la qualité de certains ensembles. Donc voilà, il doit y avoir un lien quand même entre la protection qui a été mise en place à travers différentes lois autour du patrimoine et ce succès. On voit aussi, aujourd'hui, et encore plus avec le Covid, les Français sont attachés au patrimoine. Le succès des JEP, par exemple, ne fait que, je dirais, renforcer cette idée-là. Nous, au niveau du réseau des CAUE, on a une opération qui s'appelle Les Enfants du patrimoine, qui est la veille des Journées européennes du patrimoine. En une journée, on touche 40 000 enfants qui font des activités autour de leur patrimoine de proximité. Voilà, ça fait 5 ans seulement que cette opération est nationale. On arrive à 40 000 élèves. On a un partenariat avec la SNCF, avec les centres des monuments historiques, etc. Donc il y a vraiment un sujet aussi autour de la jeunesse qui, quand même, il faut bien se le dire, c'est des ambassadeurs de notre patrimoine par rapport aux parents. Et puis, ça sera les acteurs de demain. Donc, nous, c'est important pour nous. Et puis, on développe aussi, et ça peut être aussi en lien avec les ABF, les services du DAP, hein, des parcours, mais là, avec une application numérique qu'on appelle Archistoire. Mais c'est l'idée aussi de dire qu'on peut découvrir son patrimoine de proximité, à la fois en physique, en virtuel, en travaillant avec des applications numériques, etc. Donc, on est vraiment, sur ces sujets-là, convaincus de l'intérêt de continuer à protéger le patrimoine, alors bâti, puisqu'on parle évidemment des ABF. Bon, sans compter que, enfin, évidemment, vous le savez bien, mais le patrimoine, c'est aussi un levier économique, je dirais, et social, et c'est tout le succès des politiques nationales comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui s'appuie quand même beaucoup sur la qualité des centres-bourgs et des espaces un petit peu assimilés. Voilà. Donc, regain d'attractivité aussi grâce au patrimoine. Et puis, on voulait aussi vous rappeler que certains projets ne seront jamais vus par un architecte, sauf par un ABF, puisqu'il n'y a pas obligation de recours à l'architecte. On a beaucoup de projets qui ne seront jamais regardés, analysés par un architecte, s'il n'y avait pas l'ABF. Et puis on a bien noté aussi que je crois que il y a 7% seulement des avis qui sont défavorables. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que le projet n'aura pas lieu. Ça veut dire qu'il va être retravaillé, mais il n'y a pas abandon pour autant du projet. Donc on essaye de placer à la mesure de cet enjeu. Là, on entend bien qu'il peut y avoir des difficultés, des incompréhensions, des avis parfois contradictoires. Néanmoins, on est sur 7 projets d'avis défavorables, sur pour nous ce qui constitue quand même un atout pour la France et un élément d'attractivité qui est ce patrimoine. On pense qu'il n'y a quand même pas un hasard entre nos politiques patrimoniales, les outils mis en place, les moyens et ce succès-là. Alors, on est SAUE et on a bien conscience aussi d'une chose, ça ne veut pas dire que nos paysages sont immuables. Il ne faut pas mettre sous cloche les paysages urbains, les paysages ruraux, ce n'est pas non plus l'idée. Donc, aujourd'hui, il se construit avec le ZAN, mais pas que, le paysage de l'après-pétrole. Ce qui veut forcément dire que tout doit être imprégné aussi d'enjeux nouveaux qui sont comment accueillir les éoliennes, comment accueillir le photovoltaïque, comment s'adapter à certains types de mobilité, etc. Donc il y a des gros enjeux là-dessus.
Donc on y travaille, et parfois en lien avec les ABF ou les UDAP sur différents projets. Alors je vais vous citer juste 3 exemples qu'on s'était notés, mais en Meurthe-et-Moselle, un travail qui s'appelle Mon village 54, donc vous comprendrez le nom, qui vise à visualiser, essayer de rendre visible ce que donneraient des paysages de l'après-pétrole avec des mesures, soit en milieu urbain, soit en milieu naturel, qui sont respectueuses effectivement des enjeux d'aujourd'hui. Dans l'Ain, il y a des formations qui sont faites, alors j'en cite une seule, hein, les énergies renouvelables dans le cadre d'une démarche paysagère, architecturale et réglementaire. Donc ça, c'est un outil tout récent qui a été publié en novembre 2023. Haute-Pyrénées, un guide d'interprétation des installations solaires sur le bâti. Donc ça, c'est vraiment soit des plaquettes que nous réalisons nous-mêmes, soit qui sont réalisées en collaboration avec des services du DAP, avec des services du département, etc. Et qui visent, je reboucle avec mon premier point, à essayer de renforcer une culture architecturale sans laquelle, à chaque conseil, il faudrait tout réexpliquer. En Ariège, rénovation du bâti ancien. Dans le Lot, concilier production d'énergie solaire et préservation du patrimoine sur les causes du Quercy. Donc, vous voyez, on essaie d'être dans notre rôle et de compléter l'ABF. Donc, je vais donner la parole à Pascale pour qu'elle complète du point de vue de son expérience, et vous verrez qu'il me semble intéressante parce que c'est vraiment du point de vue du professionnel et du terrain. Mais en résumé, nous, pour nous, il y a quand même une vertu évidente à protéger ce patrimoine que nous avons dans nos grandes villes et nos petites villes et parfois même nos villages. On est plutôt dans l'idée de rechercher des solutions pour améliorer les conditions du métier d'exercice de l'ABF et améliorer aussi les pratiques professionnelles. Ça, c'est plutôt les objectifs que nous, en tant que CAU, on défend par rapport à ce qu'on voit dans les territoires, sans pour autant se dire que tout va bien. Bien sûr, c'est comme la justice, elle n'est pas rendue pareille à Quimper et à Strasbourg. L'ABF, il peut être différent à Quimper et à Strasbourg et ne pas avoir tout à fait la même appréciation, mais il y a quand même des raisons. Donc Pascal, si tu veux un petit peu illustrer... Oui. Peut-être rebondir sur tes derniers propos, parce que je sais que ça a été une chose qui a été citée. L'architecture, c'est ce que tu as dit Valérie, c'est quelque chose d'assez complexe. Les études sont relativement longues et malheureusement de très peu partagées. Et donc, les particularités des territoires, c'est ce qu'on essaye justement de défendre, les CAUE aussi, la qualité du cadre de vie. Et chaque territoire, c'est un terroir, c'est des matériaux pris sur place. Donc, c'est des couvertures différentes. On est à l'inverse de ce qu'on peut voir dans du pavillonnaire, où on va avoir justement la même maison du nord au sud, mise partout à l'identique. Voilà. Peut-être juste revenir un tout petit peu sur mon parcours. Donc moi, je suis architecte DPLG, diplômée par le gouvernement. J'ai fait l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et j'ai travaillé une dizaine d'années comme salariée, mais aussi dans une société d'architecture. Donc j'ai été à mon compte, comme on dit. Et puis, je ne me retrouvais pas non plus dans ces missions où on ne répond qu'à un client. Et à cette occasion, j'avais travaillé pour une commune et j'avais fait un projet. Et l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on était au pied de l'église classée, m'a fait un avis défavorable. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui. Et à cette occasion, on a pu échanger sur le projet que j'avais dessiné. Et quand je suis ressortie, j'étais très contente parce que non seulement mon projet était amélioré, donc j'ai redéposé, j'ai eu un avis favorable, mais mon projet avait été ressorti dans l'échange, pour moi, mieux que ce que j'avais fait toute seule, puisque à plusieurs, on est plus intelligent, c'est ce que je pense en tout cas. Donc, quelque part, c'est resté dans un coin de ma tête ce bénéfice-là, d'avoir pu échanger avec cette personne et d'avoir pu bénéficier de ses apports et de sa connaissance de ce territoire. Donc, j'ai répondu à une annonce. Il se trouve qu'après mon diplôme, moi, j'ai dû partir d'Auvergne. Et donc, je me suis pas retrouvée forcément dans des agences parisiennes où le travail est très séquencé.
Et j'ai été architecte contractuelle en Seine-et-Marne pendant 3 ans, et j'ai passé le concours d'architecte des bâtiments de France que j'ai obtenu, et je suis partie dans le Cantal. J'ai eu la chance dans le Cantal de très bien travailler avec le CAUE du Cantal, en particulier sur une opération qui s'appelait Opération Cœur de Village, où le CAUE faisait un diagnostic partagé, donc avec les élus, l'ADDT, l'architecte des bâtiments de France. Et sur la base de ce diagnostic, le conseil départemental, pardon. Et sur la base de ce diagnostic qui était partagé, la commune lançait une consultation de maîtrise d'œuvre derrière, pluridisciplinaire souvent, avec parfois un architecte du patrimoine, si on était vraiment très près d'un édifice classé majeur, et un paysagiste, enfin, et qui prenait en compte, donc ce diagnostic avait été partagé, y compris avec la population, lors de présentations publiques. Donc on a eu des très belles opérations dans le Cantal, dont je pense que le département peut être assez fier. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé en tête, puisque quand je suis arrivée architecte des bâtiments de France dans la Loire, il se trouve qu'il n'y avait pas de CAUE. Et là, j'ai pu vraiment mesurer en termes d'échange et d'acculturation le manque de CAUE. Donc on s'est mobilisé, tous les acteurs du cadre de vie, que ce soit directeur de l'école d'architecture, les architectes libéraux, les architectes conseils du département, pour essayer de monter un CAUE. Je vous avoue qu'on n'y est pas parvenu. Voilà. Et ensuite, je suis arrivée donc architecte des bâtiments de France dans les Ardennes, où il n'y avait pas non plus de CAUE. Et mon expérience du Cantal m'avait vraiment convaincue de cette nécessité, de leur travail de fond depuis... Je ne sais pas, le CAUE du Cantal est assez ancien aussi. Hein. Donc vraiment, ce travail main dans la main, quoi, entre les espaces protégés et non protégés, il n'y avait pas vraiment de différence. Et donc, pareil, sur les Ardennes, je me suis mobilisée auprès du préfet, de certains parlementaires et sénateurs pour essayer de créer un CAUE. Et j'ai moi-même postulé sur un poste de directrice de CAUE, parce que, pour plein de choses, parce que j'adore ce travail de terrain, que je suis convaincue que le conseil est primordial, ce rôle de sensibilisation que tu as souligné, et en particulier sur le cadre de vie et les enfants, qui sont vraiment, pour moi, des ambassadeurs. Et si eux apprennent à voir ce qui les entoure, leur village, leur paysage, forcément, ils seront attachés à leur territoire, mais il faut, comme c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, il faut qu'on puisse semer des petites graines. Et c'est un des axes et une orientation forte que j'ai porté auprès de ma présidente, Madame Rabel, qui m'a suivie sur cet axe-là pour le CAUE de Charente-Maritime. Voilà, je pense que je me suis un peu perdue. Mais... On peut parler, ton expérience aussi, Pascal, sur les vues de l'intérieur. Alors, on parle beaucoup des ABF, mais c'est difficile de le faire sans parler des services aussi. C'est-à-dire que l'ABF, il n'est pas tout seul. La vie, il n'arrive pas tout seul. Et le constat qui est fait, toi que tu avais vu aussi, c'est quand même un peu un manque de moyens humains pour rendre ces avis dans des bonnes conditions. Le sujet, c'est rendre les avis dans des bonnes conditions. Et aussi, donc ça veut dire connaître le territoire, avoir le temps d'aller sur le territoire, de rencontrer aussi les élus, les pétitionnaires, et de faire la pédagogie qui va avec. Parce que c'est pas non plus nous, notre rôle CAUE, de se substituer à l'ABF, c'est pas nous qui rendons l'avis, donc il faut que l'ABF puisse motiver. Et de l'expérience que tu as, ça rejoint un peu le tableau que vous dressiez, Madame la sénatrice, tout à l'heure, qui était de dire il y a un manque de moyens. Alors voilà, malheureusement, ça nous semble vrai. Ça nous semble vrai. Alors pour témoigner là-dessus, c'est assez catastrophique dans tous les UDAP où j'ai pu malheureusement travailler. Il y a un manque criant de personnel.
d'ABF, moi je suis arrivée dans le Cantal, j'étais la première ABF seule, j'avais plus d'adjointe. Et que ça soit technicien, secrétaire, enfin voilà, à tous les niveaux. Et j'ai un exemple presque caricatural, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans les Ardennes, il y a eu 4 techniciens des bâtiments de France en 4 ans. C'est-à-dire qu'on avait un technicien qui était là depuis très longtemps qui est parti. Comme personne ne voulait venir sur le territoire, c'est une sortie de concours d'ingénieur qui a pris le poste. Au bout d'1 an, elle était titularisée, elle est partie, puisque de toute façon, c'était pas son territoire, sa famille n'était pas là. Ensuite, il y a eu une vacance. Donc, autant dire que pendant cette vacance, on a récupéré le territoire comme on a pu entre les autres techniciens, mon adjointe et moi. Puis, on a récupéré quelqu'un qui venait d'avoir le concours de technicien des bâtiments de France. Donc, ça veut dire aussi qu'on forme les gens. Donc, on venait de la former, cet ingénieur. Donc, on a récupéré un technicien des bâtiments de France qui, lui, était un ancien éducateur spécialisé. Donc, vous voyez qu'il y avait un peu de boulot aussi. Donc, lui, il n'est même pas resté 1 année, puisqu'il a fait valoir enfant, etc. Il a réussi à partir au bout de 10 mois. À nouveau intérim, donc on reprend le secteur à plusieurs avant de prendre un jeune contractuel qui arrivait de Arles, qu'il a fallu former, qui sortait de l'école, qui est resté 1 an pour repartir aussi parce que c'était pas sa région, etc. Et donc là, il y a encore une autre personne qui est arrivée après mon départ. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Moi, dans la Loire, j'ai travaillé pratiquement sans secrétaire. Donc, vous ouvrez le courrier. Enfin, voilà. J'étais très bien. Oui. Non, mais c'est un problème c'est un problème de RH. Ouais. Non, j'étais très bien dans les Ardennes. J'ai adoré les Ardennes et Charleville-Mézières et tout le département. Ouais. Mais pour dire que nos missions ne cessent d'augmenter, ne cessaient d'augmenter, avec des moyens qui n'étaient qu'à la baisse. Les missions, c'est ce qu'on accompagnait, comme le font les CAUE. Ça a été Opération Cœur de Ville, puis PVD, Village d'Avenir. Enfin voilà. Donc il faut être partout. On était partout, mais voilà. Les heures pour des salaires. Et je parle des ABF, mais c'est derrière les techniciens. Moi, j'avais un secrétaire dans la Loire qui avait passé le concours de technicien des bâtiments de France. Il gagnait moins que lorsqu'il était secrétaire. Donc, vous voyez, quelle valorisation des métiers. Pourquoi il n'y a pas plus de concours pour que les gens puissent progresser aussi. Moi, j'avais quand même des secrétaires dans le Cantal qui avaient des maîtrises de lettres. C'était des défis, mais elles étaient extraordinaires. Des compétences, donc il n'y a pas de concours. Les ingénieurs, c'est pareil, il y en a un concours tous les 8 ans. Donc voilà, donc c'est aussi dire que l'UDAP, c'est une équipe. Les architectes des bâtiments de France ne font pas que des avis. Ils sont dotés en fonction du nombre d'avis, mais en fait, moi j'étais dans les territoires ruraux, c'était un vrai choix, parce que j'étais passée en Seine-et-Marne, et que faire des avis en masse, en nombre, je sais ce que ça veut dire. J'avais 2000 dossiers à moi toute seule, donc je sais ce que ça veut dire d'emmener les dossiers chez soi, mais pour quel résultat? Donc moi j'ai décidé d'aller dans les territoires ruraux. La Loire en fait partie, il y a une grande ville, c'est Saint-Étienne, mais il y a aussi 80% du département est rural. C'est là qu'on nous attend, c'est là où on a besoin de nous, et c'est là qu'on est. Je pense que les CAUE sont aussi présents sur ces territoires ruraux où en fait on a besoin d'ingénierie et qu'effectivement il y a beaucoup d'incompréhension, mais parce qu'on est aussi sur des champs qui sont très complexes. Mais voilà, et donc d'où le rôle des CAUE qui est énorme dans toutes nos actions de sensibilisation, de tout ce qu'on peut organiser pour faire prendre conscience avec le fait de dézoomer, de faire des études, de se poser les bonnes questions. Nous, souvent, un maire en CAUE, il vient nous voir pour une question, mais finalement,
on dézoome et en fait on a plus de questions à la fin que de réponses à lui apporter et à prendre des compétences. Voilà. Peut-être pour résumer les propositions, pour répondre à votre dernière question, pour nous, ce serait, en termes de moyens, instaurer une obligation de rencontre avec le pétitionnaire, ne pas donner d'avis comme ça, sans qu'il y ait à un moment donné un échange. Mais oui, non, mais voilà. Pour retrouver aussi le temps de la pédagogie auprès des pétitionnaires, hein, c'est ça l'objectif. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, mettre des moyens en face des missions. Renforcer les services, travailler sur l'attractivité de la fonction et des fonctions en général, comme le soulignait Pascal, hein, des fonctions donc à l'intérieur même des services, pour nous ça semble important. Soutenir aussi, on a certains territoires où il y a des moyens qui sont mis en face pour accompagner financièrement des travaux, ce n'est pas dans tous les territoires. Pascal a rencontré un territoire où c'était le cas, où on peut compenser le surcoût d'une tuile qui n'est pas forcément la tuile banale, etc. Mais ces aides-là, elles ne sont pas systématiques, il faut aller les chercher, c'est un peu compliqué. En termes de compétences, on a rappelé la formation des ABF, à la base, c'est architecte. Ce qui manque peut-être, c'est des formations continues, un peu obligatoires, à la fois sous un angle technique, les techniques de construction, et on va le voir, ça va arriver avec les recherches de matériaux biosourcés, etc., les normes, la réglementation, hein, le ZAN, etc. Donc pour nous, il y a un angle là, certainement, à travailler sur la formation des ABF. Une formation aussi à la médiation, parce que ce n'est pas forcément génétique, le fait de pouvoir... expliquer, exposer à des gens dont ce n'est pas le métier, c'est quoi l'architecture, les enjeux dans un quartier, dans un site, etc. Et puis aussi, peut-être plus largement, c'est re-questionner la formation même de l'architecte. Moi, j'appartiens à ce qu'on appelle un observatoire au ministère de la Culture, observatoire économique de la filière architecture, et on le voit, tout le monde réclame une meilleure intégration dans la formation des architectes du travail sur le déjà existant. Dans d'autres pays, c'est très différent. Il est davantage pris en compte. En France, on le sait, le travail demain, 80%, c'est sur du déjà là. Or, on est loin de ça dans les écoles d'architectes où ça reste encore beaucoup un travail sur des parcelles vides, quoi. Donc, il y a aussi, de façon plus large pour nous, en tout cas, cette réflexion à conduire à la racine presque de la formation des architectes en France. Merci. Je peux vous dire que quand vous parlez ruralité, ça parle beaucoup au rapporteur et moi-même pour être élu dans je l'ai dit, dans une commune rurale, mais en France, c'est 80% des territoires qui sont ruraux. Et les communes de moins de 500, c'est 50%, de moins de 1000, c'est 72%, les disons plus de 70%. Donc la France, elle est rurale et elle est composée de beaucoup de petites communes qui n'ont pas, je l'ai dit tout à l'heure, les moyens et vous apporter une aide et un accompagnement qui ne peuvent pas se payer autrement. Alors je ne sais pas généralement comment c'est, mais je sais qu'en Drôme, les prix de journée sont relativement modestes et accessibles. Donc on peut mettre un budget là-dedans. Deux choses. Vous avez parlé d'un bilan que vous aviez fait des relations avec les ABF il y a quelque temps. Est-ce que par hasard vous pouvez nous donner, pas maintenant, mais nous l'envoyer si vous avez le droit, si vous n'avez pas le droit. Enfin, voilà. Ah non, alors je pense qu'en fait, il était piloté par le ministère de la Culture. D'accord. Donc, il faudrait qu'on leur redemande. Nous, entre-temps, techniquement, juste, on a déménagé, donc je ne sais pas où les ranger. Mais on en avait un exemplaire. Mais sinon, peut-être auprès du ministère, on peut le retrouver. Je pense que ça a peut-être 6-7 ans. Et avant de donner la parole à mon collègue, toujours zone rurale, je ne sais pas, vous avez parlé de 12 000 accompagnements. Est-ce que donc c'est sur des zones qui sont plutôt rurales, plutôt urbaines, où il n'y a pas, ou est-ce que c'est déjà ciblé ? C'est vraiment dans les deux, parce que de l'accompagnement, ça peut être aussi bien sur des politiques de l'habitat, sur des politiques de mobilité, sur des politiques aussi parfois les élus, les collectivités sont maîtres d'œuvre aussi, voilà, donc il peut y avoir de l'accompagnement aussi de diagnostic. Dans 12 000, c'est tout confondu, et je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une dominante. Et je cède la parole maintenant au rapporteur. Merci beaucoup de votre présentation qui était très intéressante. Alors moi, je suis élu dans le département de l'Aisne, où il y a un CAUE. Et je suis élu au département depuis 2015. J'étais premier vice-président, je suis président de la majorité, j'étais maire, j'étais président d'intercommunalité. Et je crois ne pas dire de bêtises, je pense n'avoir jamais été en contact avec le CAUE.
mais même physique, je ne suis même pas sûr d'avoir déjà croisé dans mes fonctions quelqu'un qui travaille au CAUE. Et pourtant, tous ceux qui ont fait le démarche d'aller vers, c'est-à-dire d'aller vers le CAUE, j'ai envie de dire, essayer, c'était l'adopter, puisqu'ils en étaient ravis. Et au fur et à mesure des auditions, alors déjà ça n'existe pas partout, évidemment, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, mais peut-être que les méthodes de travail, que le champ des actions n'est pas tout à fait le même. Donc je voulais savoir, en tout cas là où ça existait, si au niveau national, il y avait une volonté d'uniformiser un peu les méthodes, les champs d'action, etc. Bon, ça c'est ma première question. La deuxième, la présidente l'a dit, je pense que le CAUE a été cité à peu près à toutes les auditions. Mais vraiment. Non mais vraiment. Donc ça veut dire que votre rôle dans l'histoire, elle est importante. Et j'allais dire, on compte beaucoup sur vous. Comment voyez-vous, et peut-être que vous avez des exemples dans certains départements, ce couple, cette complémentarité entre l'ABF et le CAUE, j'allais dire un mariage à trois, même avec les communes ou les intercos, peut-être même les services de la DDT. Est-ce que vous avez des exemples d'un département où ça fonctionne bien, où les choses sont plus avancées qu'ailleurs? Mais en tout cas, comment voyez-vous ce fonctionnement dans un monde idéal? Comment il serait abouti totalement et quel serait le rôle du CAUE? Dans ce cadre-là, il y a un sujet qui revient souvent, qui peut-être est illusoire, en fait, je vous pose la question, c'est l'idée d'un cahier des charges. On a bien compris que le patrimoine, ça ne pouvait pas être uniforme partout, et même partout dans la même commune, mais est-ce qu'il y a des lieux où ça se fait? C'est-à-dire pour faire en sorte qu'un pétitionnaire dans une commune rurale qui n'a pas de service instructeur, quand on se rend en mairie ou à l'interco rural, on ait déjà un cahier des charges où on voit à peu près, quand on change un Velux, enfin je caricature, mais vous voyez ce qu'on peut demander. Est-ce qu'il y a des lieux où ça se fait? Est-ce que ça vous paraît quelque chose qui puisse se développer un peu partout sur le territoire? Et troisièmement, et après j'en ai terminé, là par contre on en a parlé beaucoup, ça fait quelques jours qu'on n'en parle plus, c'est les périmètres délimités des abords. Là où ils existent, ça a l'air de bien fonctionner. Si vous avez eu l'occasion dans votre carrière de suivre le processus de mise en place d'un PDA, est-ce que vous voyez des étapes qui permettraient d'alléger la démarche ou en tout cas de raccourcir les délais? Voilà, je vous remercie. Alors, l'uniformisation. On partage des pratiques. Oui, oui. Alors, oui, parce que sinon, ça supposerait que les territoires soient uniformisés aussi, ce qui n'est pas le cas. Je dirais que c'est un des rôles de la Fédération nationale de produire des outils mutualisés entre CAUE. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des sujets à plusieurs. On a un groupe de travail, par exemple, sur la rénovation du bâti ancien. On a un groupe de travail sur le conseil, etc. Donc, une tête de réseau en général a vocation notamment à capitaliser des expériences et mutualiser éventuellement des choses. Donc, on a certains guides qui ne sont pas forcément que utiles dans la Loire ou en Alsace ou en Finistère, qui peuvent être reproduits ailleurs. Maintenant, c'est vrai que la particularité, on va dire, du CAUE par rapport à d'autres ingénieries, c'est vraiment déjà d'être à l'écoute. Et quand vous êtes à l'écoute, vous vous rendez compte que les demandes, c'est plus difficile de les mettre sous un même chapeau, mais aussi de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que on n'a pas, par exemple, produit le guide de l'aménagement et qui serait le même partout. Parce que la question de l'aménagement, vous n'allez pas l'appréhender de la même façon dans une commune de votre territoire, et peut-être que madame, dans la Drôme et Pilène, c'est ça, hein, voilà, et dans l'Aisne. Donc, uniformiser vraiment l'action des CAUE, c'est compliqué. Nous, on a des missions qui sont les mêmes, et on va agripper ces missions de la façon la mieux pour le territoire. Il est évident que, par exemple, si on travaille en Vendée, il va y avoir des sujets autour du trait de côte. Donc, ils vont faire des guides qui vont parler de cette question-là. Les enjeux que vous avez en Haute-Savoie, ça va être autre chose, etc. Donc, on a quand même beaucoup de nos productions, on va dire, que ce soit du production de conseils, de support, d'information, etc., qui sont, on va dire, géolocalisées. Maintenant, c'est le rôle, et là on travaille à des éditions mutualisées au niveau national, c'est le rôle de la Fédération d'essayer de faire ces travaux-là. Par exemple, aujourd'hui, on a un partenariat avec le ministère de la Transition écologique et l'Association des maires de France
et qui nous permet de décliner une formation nationale pour les élus sur le paysage. Donc là, le déploiement se fait en 2024. On a travaillé en 2023 à la conception d'une formation socle pour les élus sur le paysage. Et ensuite, 2024, c'est le déploiement dans les territoires. C'est-à-dire que 80% de la formation, elle est la même partout, mais 20% sera adapté au local. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est quand même un élément important. Donc ça, on pourra multiplier un peu les exemples de ce type-là, quoi. Il y avait une dimension, je crois, sur la notion d'uniformisation qui était aussi... Tu veux répondre sur les... Vas-y, sur les périmètres. Je peux peut-être prendre le relais sur le couple UDAP-CAUE. En tout cas, témoigner de ce que j'en sais. Donc, comme je vous l'expliquais, moi, dans le Cantal, on travaillait effectivement avec le CAUE à plusieurs niveaux. Donc, j'ai parlé des opérations cœur de village, mais on a aussi travaillé avec le PNR des volcans d'Auvergne à leur initiative, et on avait créé ce que je trouvais très intéressant, j'ai perdu le nom, un atelier rural d'urbanisme où étaient présents alors le parc est à cheval sur le Puy-de-Dôme et le Cantal, donc il y avait présent les 2 DDT, le parc étant sur les 2 territoires, les architectes des bâtiments de France des 2 départements, et donc on a travaillé avec les communes du parc, et on a fait beaucoup de travail de sensibilisation sur comment, en étant son village, avec une certaine densité, en respectant son identité. Et donc on est parti évidemment d'exemples concrets, hein. On a rencontré, fait beaucoup d'échanges, et c'est une des communes du Cantal qui s'appelle Menay, qui est partie, qui avait besoin, il n'y avait plus de logements vacants dans le village, il y avait de la demande, et qui était intéressée par cette démarche. Donc c'est parti là-dessus. Et puis peut-être on va témoigner du manque que j'ai ressenti dans les territoires où il n'y avait pas de CAUE. Alors c'est peut-être le hasard, mais en tout cas dans ces 2 territoires, ça a été très difficile pour moi. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a aussi d'autres facteurs, hein, sans doute. Mais voilà. Et puis dire qu'en tout cas, nous, évidemment, par mon profil, ça se passe forcément bien avec l'UDAP, mais ça se passait déjà bien avant. C'est-à-dire que les architectes urbanistes, conseils du CAUE, lorsqu'elles font un conseil, elles échangent aussi bien, si on est en espace protégé, avec l'architecte des bâtiments de France, avec les services instructeurs des EPCI, avec le maire, enfin le service de l'urbanisme. Enfin, voilà, il y a toujours ce travail-là. Elles envoient le dossier qui a été fait et rendu au service de l'UDAP. On est toujours dans cet échange. Et dans l'autre sens, les architectes des bâtiments de France, quand ils rencontrent des difficultés, renvoient sur nous. Voilà. Donc c'est une collaboration, et on fait des rencontres régulières. Là, on essaye d'en caler une. C'est pas toujours très facile parce que nous, on est quand même des équipes assez conséquentes. Mais voilà, on a des compétences aussi paysagistes qui sont pas forcément présentes dans les UDAP, même si eux travaillent avec le paysagiste conseil de la DDTM. Ou avec les inspecteurs des sites de l'Adréal. Voilà, on est aussi dans les CDNPS, donc on est vraiment, on travaille vraiment ensemble. Après, il y a toujours des histoires de personnalité dont on tient compte. Tout n'est pas, je ne vais pas vous dire que tout est rose. Certains architectes des bâtiments de France ne souhaitent pas que l'architecte conseil intervienne en espace protégé. Bon, on n'intervient pas. On ne va pas non plus. Enfin, il y a certaines réunions où j'ai assisté en arrivant, il y avait déjà tous les services de l'État. Donc je dis, le CAUE n'a pas à être présent ici. Il y a déjà suffisamment d'ingénierie, à mon avis. On est plus utile ailleurs. Voilà, il y a déjà l'Adréal, on va pas, voilà. Donc bon, il faut qu'on soit aussi, mais voilà, il n'y a pas de problème. Oui, on travaille. Pour moi, dans le même sens, en fait. On travaille dans le même sens, et en fait, le rôle du CAUE, enfin,
dans sa mission de sensibilisation auprès des élus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, l'élu, c'est celui qui décide. Donc, pour décider, il faut savoir de quoi on parle et il faut savoir comment on le fait. Nous, ce qu'on essaye, c'est de développer, savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle, nous, une forme d'éducation citoyenne. C'est le premier pas, être sensible à l'architecture, alors que ça paraît un peu compliqué. La construction, déjà, les gens comprennent mieux. L'architecture, c'est une espèce de truc un peu lointain. Enfin, si vous avez lu l'ouvrage de, comment il s'appelle, Taïeb, là, sur l'architecture et les Français, il dresse un portrait assez douloureux quand même. Voilà, on met à distance l'architecture. Donc nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les élus, parce qu'au moins les élus, du coup, et c'est pour ça qu'il y a quand même peut-être une différence, ils savent un peu mieux et ils n'ont pas peur de l'architecture, pas peur de la construction, de l'aménagement, etc. Puis après, c'est l'aider à prendre les bonnes décisions. Donc les procédures, comment ça se passe, éventuellement la concertation, les enjeux, etc. Donc plus le CAUE a les moyens de faire ça, plus quand des permis arrivent, déposés par des élus ou des habitants, ils ont de chances d'être, je dirais, bien faits, bien ficelés. Donc c'est pour ça que ce lien, il est étroit, et c'est pour ça que ce serait quand même important que l'ABF derrière, il puisse assurer un point de contact avec le pétitionnaire, avec celui qui dépose son permis, pour parfaire l'exigence en site concerné par son périmètre. Mais globalement, il faut d'abord avoir une culture de l'architecture, ne pas avoir peur d'en parler, ne pas avoir peur voilà, sans pour autant rentrer dans un langage technique. Mais nous, notre rôle, il est en amont de ça, donner une forme de plaisir aussi. On le voit, et ça, les enfants, ils savent très bien, hein, ils adorent les récits. Mais nous aussi, les grands, on aime bien les récits. Donc c'est notre travail à nous, pour le grand public, pour les élus, de faire du récit autour de l'architecture, pour dédramatiser le sujet, on va dire, parce que c'est quand même juste ce qu'on voit partout. Il y a un espace public de l'architecture qui est évident. Et l'ABF, lui, il vient sur ces périmètres-là poser un avis qui doit, à un moment donné, rencontrer absolument un dialogue, sur lequel il doit y avoir un dialogue avec le pétitionnaire. Donc, pour nous, quand ça marche bien, c'est quand les deux sont là, quand les deux ont les moyens de fonctionner, les deux. Et nous, CAUE, on produit, comme le soulignait Pascal, on produit certains outils, etc. Le niveau national est un endroit où on peut mutualiser ces objets-là, ça fait sens. Voilà. On n'y est pas encore, hein. Nous, on est une petite fédération, hein. Il y a 9 personnes, hein. On n'est pas la fédération des parcs naturels ou autres, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais voilà, donc on a tout le temps des groupes de travail pour mutualiser des objets, parce que je comprends qu'évidemment, à un moment donné, il faut aussi optimiser ce qui a été bien fait à un endroit, et c'est comme ça qu'est partie l'idée de la formation des élus au paysage. Oui, juste... Les périmètres, tu avais dit. Oui. Tu pourras mieux répondre. Juste pour compléter, on fait quand même du conseil en UDAP. Oui, il y a aussi du conseil quand même. Ouais, beaucoup. Mais si on ne nous demande pas, on ne peut pas faire de conseil. Il y a de la médiation entre les ABF et les pétitionnaires aussi. En tant que CAUE, oui, bien sûr. Ben oui, parce que quand il y a des avis défavorables et que le projet... Et voilà, ils demandent de prendre contact avec nous, en fait. D'accord. Sur un projet que vous avez déjà accompagné? Non, justement. Non, sur un projet qui arrive et qui n'a pas été accompagné par personne. D'accord. Et où il n'y a pas d'architecte, en fait. D'accord. Ou pas de paysagiste, ou pas... Voilà. Alors après, nous, ce qu'on appelle des avis un peu pompiers, quoi. Ouais. C'est ce qu'on nomme un peu des avis pompiers, c'est-à-dire que là, on a déjà un conflit presque entre l'ABF et le pétitionnaire. Personne n'a rien compris, personne n'a vu d'architecte avant. Au secours, le CAUE, mais nous, c'est pas les conditions idéales, parce que là, si vous voulez, on arrive en bout de chaîne, et puis il faut refaire toute la pédagogie qui manque. Et l'ABF, comme le souligne Pascal, va se tourner vers le CAUE parce que lui, il n'aura pas le temps, mais en même temps, c'est lui qui rend la vie. Donc, il faut arriver à remettre les choses. Je peux redire un mot avant de passer au PDA? Oui. Quand je parlais de partage de méthodes de travail, peut-être, c'était plus pour faire la pédagogie de l'utilité du CAUE. Et par exemple, de dire au niveau national, et dans chaque CAUE, au moins une fois dans le mandat, vous passez dans 5 intercos pour expliquer ce que vous faites. Parce qu'au moins, toutes les communes en général sont représentées. Vous voyez, c'est plus dans cette idée-là. Oui, alors faire la promotion tout à fait. Voilà. Oui. Et vous avez raison, et d'ailleurs, c'est pas bien que vous ayez pas non, eu mais c'est de qu'un contact. exemple comme ça. Non, mais vous n'êtes pas être le seul. C'est ce qui est fait. Oui, mais voilà, mais voilà, non, mais vous avez raison. Expliqué partout.
ça permettrait de faire la pédagogie, ce que fait le CAUE. Oui. Bon, après, vous courez à plus de travail. Non, alors c'est pas tellement ça. Je pense que parce que ça, il y avait un sujet là-dessus. Notre président fait ça. Il fait la tournée en fait de toutes les collectivités. Enfin, c'est le premier réflexe normalement du binôme président-directeur de faire la tournée, soit des communes, soit des EPCI parfois, et puis en essayant de. Donc ça, c'est vrai que c'est. Alors, mais il faut du temps. Un CAUE, vous savez combien ça fait de TP en moyenne? Oui, bah, pas tout à fait. Hein, c'est 9 TP en moyenne. Donc, voilà. Non, mais quand vous avez 500 communes, et même si c'est 100 EPCI, ça fait quand même une belle tournée à faire. Mais vous avez raison. Nous, on est peu... à la fois, il y a ce paradoxe où vous dites on est tout le temps cité, c'est vrai, mais on n'est pas connu non plus quand même du grand public. Et des élus qui arrivent dans un mandat... Donc, on essaye à chaque fois de dire, ben voilà, il y a des supports, déposez-les dans les mairies, etc. Mais il n'y a pas des chargés de communication dans tous les CAUE non plus. C'est très clair. Je reviens à l'histoire du cahier des charges par commune, ou peut-être plus par interco, travailler à l'échelle d'un territoire entre l'ABF, les élus locaux, le CAUE, pardon. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça où vous arrivez à établir ce genre de guide pratique? Alors, en fait, il y a le PLU, ou un PLUI, qui déjà donne des règles. Et après, il y a, à un moment donné, suite aux lois de décentralisation, pour justement supprimer les périmètres des monuments historiques qui avaient été mis pour ne pas protéger que l'élément, mais l'ensemble urbain cohérent avec ce monument historique. Il y a eu la création, alors c'est un peu barbare, mais c'est les ZPPAU. Voilà, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Et 10 ans après est arrivé le P du paysage, suite aux lois sur les paysages et les ZPPAUP. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été souhaité par les élus, justement, contre l'arbitraire, contre l'avis dit arbitraire de l'architecte des bâtiments de France, de dire on veut un règlement. Donc c'est un cofinancement de la commune et du ministère de la Culture qui missionne une équipe où il y a au moins un architecte du patrimoine, mais pas seulement, souvent un paysagiste et un urbaniste, alors je vais vous faire court, qui va prendre en compte entièrement le territoire de la commune. Et sur chaque zone de ce territoire, puisqu'on peut avoir, pour être très caricatural et expliquer très vite, par exemple, une ville médiévale autour de son rempart, sur cette zone-là, il va y avoir un règlement spécifique. Puis, sur les faubourgs, le long des voies, voilà, il va y avoir un règlement un peu plus léger. Voilà. Puis sur la zone où il y a eu au 19e siècle la gare qui est arrivée, il va y avoir un règlement. Et puis après, on va peut-être décider d'enlever toutes les zones pavillonnaires parce qu'elles ont ou pas un intérêt. Et dedans, il va y avoir le paysage qui va être aussi traité avec un règlement où on va identifier les haies, les arbres, etc. Donc ça, c'est nos ZPPAUP qui sont devenus nos AVAP, les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, et qui sont désormais, donc il y en a 800 en France, je ne sais pas depuis que j'ai quitté le ministère, mais à peu près, qui sont devenus les SPR et qui ont englobé la centaine de secteurs sauvegardés en France, le Marais, Lyon, Charleville-Mézières, on en a Sedan, j'en avais 2 dans les Ardennes, qui protège aussi les intérieurs des immeubles, où là, l'architecte du patrimoine va faire des fiches immeuble par immeuble, parce qu'on est, par exemple, Sedan, sur une ville 18e, où on a encore, tout est là, quoi. Enfin, voilà, tout est préservé. Et donc, on a des outils, et c'est ça. Et alors, ça recoupe un petit peu votre demande, c'est-à-dire que les CAUE font des chartes qui sont, par exemple, on a une charte pour l'île de Ré, on a une charte sur Oléron. Donc après, c'est des recommandations qui sont suivies ou pas, voilà, pour aider, pour accompagner, sur lesquelles on s'appuie.
mais ça reste du conseil. On est sur du conseil. Mais oui, on en a sur tous les territoires, sur la Saintonge, on a ces chartes. On en a à peu près sur tous nos territoires. Il en manque en Aunis, mais on va en faire justement. Donc voilà, c'est des choses qui accompagnent aussi. Qu'est-ce que je voulais dire et puis voilà, je prolonge par les PDA. Les PDA, moi quand j'étais en Auvergne-Rhône-Alpes, le choix qui a été fait, c'était de missionner des équipes pour faire des PDA partout. En fait, sauf que on les propose systématiquement au moment de la création d'un PLU ou d'un PLUI. Comme on est personne publique associée, on le propose à chaque fois au maire ou à l'EPCI. Parce que l'enquête publique est financée, est déjà financée. Donc c'est cette économie-là qui est faite, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on était interrogé, on proposait au maire de ne pas garder le périmètre de 500 mètres qui est arbitraire, mais effectivement de missionner, souvent c'est des architectes du patrimoine, hein, et puis avec nous, en lien avec les UDAP. Oui, généralement, oui. Donc voilà. Mais alors effectivement, dans l'idée de le faire à grande échelle pour réduire le nombre d'avis et se concentrer sur les espaces les plus patrimoniaux, en quelque sorte, c'est le choix qui a été fait en Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi de pouvoir financer les enquêtes publiques, parce que si on le fait en dehors de la révision du PLU ou du PLUI, il faut financer, il y a une enquête publique. Et c'est là où ça bloque, parce que ça a un coût. En fait, il faut une enquête publique. Oui, il faut mais une quand enquête on publique. révise le PLU ou PLUI, oui, à ce moment-là, c'est ça. L'enquête, elle a lieu, donc il faut y inclure la création du PDA. C'est ça. D'accord. Ouais, ou de plusieurs, si on a plusieurs monuments historiques sur la commune. Ouais. Donc en tout cas, c'était le choix pour justement qu'il y ait un travail plus ciblé là-dessus. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Oui, et je crois que j'ai répondu. C'est bon, merci. Sabine Drexler. Oui, merci. Alors, pour ma part, je suis élue d'Alsace. Et en fait, nous avons 2 CAUE, un dans le Haut-Rhin, un dans le Bas-Rhin. Je suis également conseillère d'Alsace en charge du patrimoine. Et en fait, au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, nous travaillons de manière très étroite avec nos CAUE qui en fait prodiguent, on va dire, la partie ingénierie. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens du CAUE qui vont voir les propriétaires qui demandent des subventions au Conseil d'Alsace, et donc qui donne des conseils et qui valide les travaux en fait pour avant la notification des subventions. Alors en fait, j'ai entendu qu'il y avait énormément de supports, de chartes, de guides qui sont élaborés, qui sont mis à la disposition des propriétaires pour les aider, on va dire, à concilier patrimoine et rénovation, notamment énergétique, en tenant compte des ressources locales, hein. Alors, en même temps, ces propriétaires sont actuellement soumis à un DPE qui est lui standardisé en fait, et à des préconisations dont on entend aussi qu'elles sont tout aussi standardisées. Voilà. Alors, n'y a-t-il pas une espèce, on va dire, d'antagonisme entre ce qu'il faudrait pouvoir faire en termes de rénovation respectueuse du bâti, voilà, avec des matériaux locaux, etc., et ce qui est actuellement préconisé et même subventionné, en fait. Voilà, merci. On aura du mal à vous dire non, parce que pour siéger dans différents comités nationaux où il est question de rénovation énergétique, on se rend compte qu'en fait, l'énergie aujourd'hui, c'est quand même un secteur essentiellement pris par les énergéticiens, les thermiciens, etc. Et en fait, si on arrive à cette difficulté-là aujourd'hui que vous soulignez d'un TPE qu'il faudrait améliorer et de rénovation énergétique qui ne sont pas forcément toujours des réussites, c'est probablement, enfin, une des choses qu'on constate nous, c'est probablement parce qu'on a quand même deux mondes qui ont du mal à se parler. Le monde de l'architecture et le monde de l'énergie. Mais ont du mal à se parler même au plus haut niveau.
on siège au comité qui est piloté par l'ADEME, le MTE, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement compliqué pour faire entendre la voix de l'architecture et donc poser la question de la qualité architecturale et poser la question des usages. C'est vraiment deux choses très compliquées. Et en France, on est quand même sur un dialogue très difficile, mais qu'on ne trouve pas non plus à la racine. C'est-à-dire que les architectes sont insuffisamment formés. C'est pas le moi qui le dis, c'est la même enquête que celle que j'évoquais tout à l'heure sur la question de la rénovation énergétique. Et les ingénieurs thermiques, thermiciens, etc., sont, eux, très peu formés à la question de la qualité de la construction. Donc, nous, notre propos dans tous les comités de pilotage où nous sommes, c'est de dire qu'il faut absolument mettre autour de la table le monde de l'architecture et le monde de l'énergie. Aujourd'hui, on arrive à cette difficulté sur les DPE, notamment à cause de ça. On a un président de fédération, Joël Beaugrasset, qui est très sensible à ces questions de rénovation énergétique, qui monte au créneau dans un département dès qu'il voit qu'il y a systématiquement de l'isolation par l'extérieur, etc. Enfin voilà, donc sans prendre en compte vraiment le bâtiment et la spécificité locale. Donc nous, et pas que nous, hein, on est un petit collectif de réseau, et je mets Flamme dans le même propos, Amorce, Leclerc, etc., qui soulignons aussi l'importance d'une part, effectivement, peut-être de réviser ce DPE, enfin voilà, la question du DPE patrimoine, et puis aussi, mais plus généralement, de travailler à ces questions-là, en mettant aussi les hommes de l'art côté architecture et en mettant aussi les formations qui vont avec, quoi. Donc ça, c'est, je ne sais pas si Léonore, tu veux compléter, mais c'est vraiment un gros sujet. Alors après, la question de l'enjeu patrimonial, quand on a une politique, évidemment, où on a point de moyens, on se dit on va focaliser sur les principaux enjeux. Mais en fait, on va se focaliser sur les enjeux qui ne sont pas forcément ceux à l'échelle locale. Il se peut qu'un site ou un secteur, etc., soit vraiment important pour une localité, alors que si on dézoome, oui, d'autres auront la priorité. Mais n'empêche que localement, pour l'attractivité du territoire, pour les habitants, ça peut être important. Donc, bien évidemment qu'il faut certainement prioriser là où on met les moyens, mais il faut aussi ne pas perdre de vue que la question de la qualité architecturale, elle est aussi extrêmement locale, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose sur l'énergie, Léonore ? Juste très rapidement, mais c'est des choses qui ont déjà été dites, entendues, sur le fait que là, on est effectivement, comme tu le mentionnais, dans les comités, on est plus dans des logiques quantitatives et dans des logiques de chiffres, essayer d'atteindre des objectifs, sans trop s'interroger sur la durabilité. Est-ce que si on met des techniques qui sont peu adéquates vis-à-vis du bâti ancien, en fait, on n'est pas en train de générer des problèmes qui n'existaient pas ? Donc, voilà, juste appuyer ce que tu disais et le fait que la question de la qualité architecturale et même la préservation du patrimoine, c'est pas forcément ce qui les anime le plus dans ce type de comité. Mais on est là pour ça, mais parfois on se sent un peu seul. Appelez-moi. Sur l'Alsace, il y avait une très belle étude faite par l'architecte des bâtiments de France, justement sur le bâti alsacien, où elle montrait que le bâti en lui-même avait été créé justement pour permettre des zones tampons. Enfin, tout ce que les grands archis disent ou rajoutent, etc., en fait, ça existe dans le bâti traditionnel alsacien. Donc, c'est énorme, quoi. On a déjà tout... Voilà, en termes de confort, de santé aussi, parce qu'on ne parle pas de la santé, mais... Empaqueter tout ça par l'extérieur, par du plastique qu'on est censé enlever de nos usages, ça pose question. Mais c'est vrai que la question... Et tout ça au nom de l'écologie. Enfin voilà, il faut faire des choses au nom de l'écologie, au nom de la santé, etc. Mais il faut vraiment arriver à mettre autour de la table tous les acteurs. C'est ce qu'on essaye, nous, modestement, mais comme d'autres, de faire dans un CAE, c'est de rassembler quand même tous les acteurs concernés. Mais aujourd'hui, alors on n'est pas contre l'objectif de quantifier. Il faut avoir des objectifs quantifiés, évidemment, bien ça sûr. C'est important. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment, dans la durée, de la vie des bâtiments qu'on va restaurer, qu'on va réaménager, etc. Ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est quand même un chemin qu'on prend. Parce que, ajoute à cela le fait que
il y a eu un certain empressement aussi à mettre sur le marché tout de suite. Voilà, mon accompagnateur rénove avec des gens qui ne sont pas forcément formés, etc. Donc là, voilà, nous, on met un petit peu des clignotants, on dit attention, quoi, attention. Parce qu'on sait combien, enfin, les habitants, les coups de fil, on le voit tous. Ils sont harcelés. Oui, parfois, harcelés, certains on n'en le peuvent dit. plus, oui. Donc oui, à des objectifs quantifiés, il faut s'en donner parce que c'est accrocheur et que ça donne aussi là, comment dire, un cap pour une politique publique. Mais maintenant, dans le détail, enfin, je veux dire, si on se met à démolir des bâtiments qu'on a construits dans les années 80, c'est pas pour rien. Donc là, il faut pas refaire pareil en se disant, ah ben, super, on a réhabilité des centaines de milliers de logements, mais par contre, ils respirent plus dans 5 ans, quoi. Vous voyez ? Donc voilà, donc ça ne se fera pas si on ne met pas vraiment autour de la table, au plus haut niveau, des acteurs de l'architecture, de l'énergie, etc., et qu'on ne se pose pas la question des usages et la question dans le temps. Et ça aussi, c'est vrai qu'en France, on produit, alors c'est collatéral, mais tant qu'on est là, autant le dire, et madame, c'est vous qui m'ouvrez cette voilà, mais il y a énormément de production de normes et de lois en France. Il faut quand même s'interroger sur comment ça arrive chez l'artisan, qui lui est tout seul, fait à la fois ses devis, ses tournées, ses travaux, etc. Comment il va se former? Comment il va partir 10 jours en formation dans l'année quand personne ne travaillera à sa place? Donc c'est aussi la question de comment ça atterrit, pour employer ce terme maintenant souvent usité, comment ça atterrit dans les territoires, chez les professionnels, dans les agences qui sont chargées de mettre tout ça en œuvre. Là, aujourd'hui, finalement, vous avez des primes qui partent. On n'est pas sûr qu'elles soient vraiment bien placées. J'ai un exemple dans les Ardennes où il y a des gens, ils se sont fait démarcher. Leur maison a été bardée de polystyrène. On leur a rien laissé. Alors ça coûtait 1 euro, ils ont donné 1 euro. Forcément, ils ont été verbalisés derrière parce que c'était du bâti ancien et que de toute façon, c'était pas compatible. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont pas compatibles. Donc, et ils avaient même pas un nom pour se retourner contre les gens qui étaient venus. Ils avaient rien, ils avaient aucun élément pour se retourner. C'est des opportunités en fait. On avait des dossiers qui étaient déposés sur des panneaux solaires, on avait des fausses photos. Mais heureusement, on connaissait notre territoire par cœur. Donc, et après, on a diffusé aux autres parce qu'en fait, ils se servaient de photos où ils montraient que c'était un environnement banalisé. Enfin, dans le Cantal, il n'y en a pas tant que ça. Donc, forcément, on a rapidement vu que ce n'était pas dans notre territoire. Mais voilà, bon, ça, on n'en parle pas, par contre. Voilà. Mais ça existe et ça existe beaucoup, malheureusement. C'est des pratiques très courantes et les gens se font démarcher, se retrouvent dans des situations compliquées où ils ont parfois versé de l'argent. Là, c'était pas le cas parce qu'ils avaient versé 1 euro, mais il y a des gens qui se retrouvent avec des panneaux solaires dans le garage, alors qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'autorisation à demander, ils sont en espace protégé. Enfin voilà. Sabine, tu veux rajouter quelque chose? Non. En fait, ce que je voulais dire, c'est ça a été fait également dans ma commune, où on a un PDA. Les gens, malgré l'avis négatif de l'ABF, ont quand même réalisé les travaux. Et du coup, d'autres personnes du village avaient déjà les panneaux de polystyrène dans la cour pour faire la même chose, alors qu'on était en secteur protégé. Donc on a réussi à faire démonter en fait les plaques de polystyrène. Mais je veux dire, ça, c'est parce qu'il y avait un PDA. Mais on nous a dit quoi? En fait, ce sont 8% du territoire en France qui sont protégés. Ça veut dire que sur 92% du territoire français, on peut faire n'importe quoi. Et du patrimoine, on en a partout. Pas uniquement en secteur protégé. C'est vraiment... Tout ça, c'est dramatique. Hein. Et en fait, si on n'y met pas un haut là, pour la France, c'est une catastrophe. Vous aviez commencé en fait votre propos en parlant de l'attractivité touristique. Ouais. Et bien là, je veux dire, si on laisse faire, si on ne bouge pas maintenant, tout ça, ce sera derrière nous. C'est vrai, c'est un vrai sujet. En début, j'ai dit que vous étiez donc un organisme privé investi d'une mission publique. Et on a compris, je crois que vous avez dit qu'il y a 10 territoires qui n'ont pas de CAUE, c'est ça? Alors quand vous dites territoire, c'est département.
Et tout à l'heure, vous avez expliqué... 92 CAUE sur 99 départements. D'accord. 7. Et Madame Francisco, vous avez expliqué qu'il y a des endroits où vous avez essayé de monter un CAUE, mais que ça n'a pas fonctionné. Ça dépend de quoi? Des départements C'est la volonté locale. Alors aujourd'hui, on est après la décentralisation. À l'époque, les premiers textes, ça parle du préfet, etc. Donc maintenant, évidemment, la décision revient au conseil départemental. Oui, ça je... donc c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, de décision des conseils départementaux, là où il n'y en a pas. Et les arguments qu'on vous oppose? Je vais les poser la question. Alors les arguments qu'on nous oppose, je vais mettre le mot argument un peu entre guillemets, mais si vous créez un CAUE sans créer la taxe d'aménagement, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut un financement. Donc la question du financement. Après, nous, on doit faire beaucoup de pédagogie autour de ça, ce qui me paraît normal. Mais les départements qui n'ont pas de CAUE aujourd'hui ont pour autant créé une taxe d'aménagement, mais flèche, puisque la taxe d'aménagement départemental est fléchée soit vers la politique des espaces naturels sensibles et ou, avec un ou inclusif, vers le CAUE. C'est les deux destinations exclusives. Donc, dans les 7 départements qui n'ont pas de CAUE, certains ont pour autant créé la taxe départementale. Donc, soit ils n'ont pas envie d'augmenter la pression fiscale, soit c'est une énième ingénierie dont ils ne perçoivent pas forcément l'intérêt. Le paysage leur paraît déjà compliqué en termes d'ingénierie. Donc, voilà. Maintenant, sur le coût d'un CAUE, si on met tout confondu, 92 CAUE, la taxe d'aménagement, ça revient à 2 € par habitant. Voilà, le prix d'un café. Donc, ça fait réfléchir. C'est 1 million. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est aussi la question, mais c'est normal, hein, c'est compliqué parce que on s'intéresse à l'architecture. Ah, ok, déjà, l'architecture est compliquée. Après, à l'urbanisme aussi, on a une responsabilité sur l'environnement. Et qui dit tout ça dit paysage, évidemment, comme l'a bien compris le législateur quand on a ajouté l'EP. Mais c'est traversé par les questions que vous évoquiez, madame, d'énergie, etc. Donc, c'est un champ très compliqué. Donc, c'est pas facile de promouvoir un CAUE, d'en créer un. C'est encore plus compliqué. Maintenant, nous, on dit qu'on a notre place, évidemment, partout. Et on sait que bon nombre de sénateurs, madame la sénatrice est partie tout à l'heure, on l'avait rencontrée, pour créer un CAUE local dans les Ardennes. Voilà, on a différents points de contact dans les départements où il n'y en a pas. Et puis, il faut aussi respecter le rythme local. Ça ne sert à rien d'en imposer un de force. Enfin, on n'est plus à l'heure de... La décentralisation est passée par là et le sujet, c'est d'en créer un dans les bonnes conditions. Peut-être pour témoigner, si on a quelques minutes, juste dire que quand on n'en a jamais eu, on voit. C'est difficile d'expliquer. Voilà. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Et puis après, dans la Loire, c'était le conseil départemental avait mis en place des architectes conseils. Alors, ceux du Nord intervenaient au Sud, ceux du Sud intervenaient au Nord. Moi, je me suis retrouvée dans des situations quand même où je disais à monsieur ou madame le maire, vous êtes sûr que là, il faut faire ce projet-là? Parce que là, vous avez un bâtiment qui est juste à côté. C'est peut-être pas la peine de construire un autre. Ah oui, mais c'est l'architecte conseil qui me l'a dit. Donc, il y avait un peu des... C'était pas... voilà. Et donc, moi, j'ai dit, OK. Alors, ils étaient là pour créer le CAE. J'ai dit, mais c'est pas vous. Ça sera pas vous. Donc, vous allez voir ce qui se passe dans un CAE. Donc, je les ai envoyés dans le Rhône. J'avais aussi échangé avec toi. Je t'avais demandé aussi des chiffres. Je dis, vous allez voir ce que c'est qu'un CAE. Et après, moi, je continue dans le mouvement parce que je suis persuadée qu'il en faut un. Mais pas comme ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Et donc, ils sont allés voir. Ils sont revenus. Ils ont dit, OK, on a compris ce que c'était qu'un CAE. Effectivement, ça ne sera pas nous. Et donc moi j'ai j'ai continué à soutenir les actions qui étaient menées, mais qui n'ont pas abouti malheureusement. Merci. Est-ce que monsieur le rapporteur? Non. Sabine? Non plus. Il me reste à vous remercier infiniment. Si vous avez d'autres suggestions ou documents, vous avez dû recevoir aussi une liste de questions, vous pouvez nous transmettre tout ça et porter à notre connaissance d'autres faits si vous le souhaitez.
Avant de rappeler les déplacements de la mission, moi je voulais remercier au nom du rapporteur de moi-même les administrateurs et administratrices qui sont de nos côtés depuis le début, parce qu'on a fait pas mal d'auditions et ils nous accompagnent admirablement. Et donc nous allons déplacer le 20 et 21 juin dans le Lot, 27 juin. Alors voilà, je ne connais pas dans le détail, on me l'a dit, mais j'ai oublié. Voilà. 27 juin au matin, nous irons à l'école de Chaillot. Cité de l'Architecture. 4 juillet à Tours et le 11 juillet à Lyon. Et je ne peux qu'encourager mes collègues de s'inscrire dans ces déplacements. Je crois que c'est déjà fait pour toi. Je te remercie. Bonne fin de journée à tout le monde.